Bonjour, cabriolet ou roadster, en tout cas 3 voitures soleil, 3 voitures sensation. Aujourd'hui au programme de Turbo, réalisé au Portugal dans la région de Faro. Et tout d'abord, elle nous vient d'Angleterre, d'inspiration à la fois moto et monoplace, l'Ariel Atom. Ensuite, elle nous vient d'Allemagne, sophistiquée et classique à la fois. C'est le 6e enfant de la famille Astra, ce cabrio. Et puis, brut de décoffrage, le plaisir de conduire à l'état pur, l'Opel Speedster. Elle s'inspire à la fois du Spider Renault et de la Lotus Elise. Certes, c'est un jouet extraordinaire, mais cher, trop cher peut-être encore. En tout cas, la voici à l'essai maintenant dans Turbo avec Lionel Robert. Après les roadsters, les speeders et le boxster, voici le speedster. La terminologie change, mais l'esprit demeure. C'est toujours du sport et de la vitesse au grand air, mais pour une fois, la révolution est dans le blason. Car le speedster n'est pas un produit Porsche, Alfa Romeo ou BMW, il est siglé Opel. Le constructeur le plus pépère du vieux continent a enfilé le survêtement, avec l'aide, il est vrai, d'un précieux partenaire, l'anglais Lotus. Mais s'il coule du sang d'Élise dans les veines du speedster, son design 100% innovant lui confère une personnalité propre. Le résultat est plutôt ébouriffant. Fruit du mariage entre une automobile et une toile de Picasso période cubique, le speedster manie l'arête avec dextérité. Un châssis tout alu, une peau en composite, des optiques toutes rondes logées sous des caches biseautées, 2 mini anti-brouillard et 4 jantes de 17 pouces, des pneus plus larges à l'arrière qu'à l'avant et des prises d'air latérales pour épater la galerie. Sans oublier le pot à double sortie verticale s'il vous plaît, une première sur une voiture de série. Après tant d'exubérance extérieure, il y a de quoi être dérouté par le dénuement intérieur. Pas de fioritures, pas de chichi, le strict minimum et quelques touches d'aluminium. Un volant Momo, des baquets anti-mal de dos, un airbag et 3 pédales suspendues, et puis c'est tout. Pour la finition légère et les compteurs d'avant-guerre, adressez vos réclamations à Ethel chez Lotus. C'est là, à 150 km au nord-est de Londres, que seront assemblés les 10 000 speedsters prévus à la vente. Pour le reste, l'Opel ne s'embarrasse pas de contingence matérielle. La roue de secours et les bagages sont à laisser à l'hôtel, contrairement au toit qu'il faut toujours avoir sur soi. Il faut bien faire un peu de place au moteur, situé, comme il est de bon ton, sur un roadster fripon, en position centrale arrière. Avant la mise à feu, 2 façons d'enfourcher la bête. Traditionnelle, en enjambant le châssis tube, ou sportive, à condition de ne pas se louper. Taillé au format Clio, le Speedster s'offre un rapport poids-puissance à faire pâlir la concurrence. Avec 147 chevaux pour moins d'1 tonne, il ne plaint ni le plaisir ni les sensations et donne l'impression d'aller vite sans aller vite. La commande de boîte par câble empruntée à la Vectra et la direction directe et non assistée se prêtent volontiers au jeu du pilotage. Disponible et rageur, le moteur est en phase avec la vocation de l'auto. Sa consommation est raisonnable, mais le faible volume du réservoir oblige à de fréquents passages à la pompe. Saine propulsion, le Speedster n'exige pas, contrairement à l'Élise, de doctorat en contrebraquage, même si sa conduite demande quand même de la concentration. Stable au freinage comme à l'accélération, le Roadster anglo-saxon est un engin ludique et attachant, à l'amortissement très ferme, mais à la suspension parfaitement contrôlée. Bref, de mémoire de journaliste automobile, on n'avait jamais vu une Opel aussi sympa à conduire depuis une certaine Omega Lotus. Décidément, les séjours linguistiques outre-Manche ont l'air de réussir aux productions frappées de l'éclair. L'Opel Speedster n'existe qu'en une seule version, 4 cylindres, 2,2 litres, 147 chevaux. 210 000 francs, c'est le prix un peu élevé exigé pour cet Opel d'exception. Vendu 6 000 francs de plus que la Lotus Elise, le Speedster s'enrichit d'un airbag, d'un ABS, d'un autoradio et d'un vrai réseau de concessionnaires. Une centaine d'entre eux seulement distribueront les 300 exemplaires prévus pour la France.
Alors, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, vous l'aurez certainement constaté de plus en plus sur les voitures modernes, désormais, les phares ne se cachent plus, démontrant ainsi non seulement l'avancée technologique du constructeur, mais servant aussi d'argument de vente, d'argument promotionnel. Non seulement les phares ne sont plus invisibles, mais ils deviennent aussi intelligents. Et Christophe Chevalet va vous en faire dans quelques instants la démonstration avec 3 nouveautés dans l'offensive de l'électronique embarquée. Si la conduite de nuit sur autoroute peut être un plaisir, en revanche, dès que la route devient sinueuse, cela peut devenir fatigant, inconfortable et même dangereux. Vous l'avez constaté, dans les virages, vos phares éclairent le fossé plutôt que la route. C'est comme si vous rouliez sans aucune visibilité. Ce qu'il faudrait, c'est avoir des phares dont les faisceaux puissent suivre le tracé de la route. Vous allez me dire, cette idée n'est pas nouvelle. C'est vrai, la DS21 disposait de 2 phares qui s'orientaient mécaniquement en fonction du braquage du volant. Seulement, ils fonctionnaient uniquement lorsqu'on était en feu de route, c'est-à-dire en plein phare. Depuis l'expérience de la DS, cet éclairage dynamique était resté depuis près de 50 ans dans les cartons, car ce système était finalement trop compliqué et trop coûteux pour être appliqué en grande série. Mais avec l'arrivée de nouveaux éclairages au xénon qui équipent de plus en plus nos voitures, les constructeurs et les équipementiers travaillent actuellement à la mise au point de cet éclairage intelligent. Ici, dans ce tunnel de lumière, on teste actuellement sur cette Audi des phares prototypes dont les codes sont entièrement pilotés par électronique. Un ordinateur analyse plusieurs paramètres du véhicule pour commander très précisément l'orientation du faisceau des phares, là où se porte le regard du conducteur. Pour orienter le faisceau des phares, il est essentiel de récupérer 3 informations. La première, c'est l'angle volant qui va permettre d'orienter les phares d'une vingtaine de degrés en fonction de la courbure du tracé et de l'angle qui est suivi par le volant. La deuxième information, c'est la vitesse du véhicule qui va permettre de moduler, en particulier à basse vitesse, où on va éclairer latéralement de manière plus importante. Et puis ultérieurement, nous travaillons aussi sur la récupération d'informations du système de navigation qui, bien sûr, connaît le tracé qui est suivi par le véhicule et qui permet de positionner en permanence le faisceau là où se portent les yeux du conducteur. Au-delà de 80 km/h, les projecteurs des codes vont s'orienter d'une vingtaine de degrés maximum, ce qui va permettre au faisceau des phares de rester braqué en permanence sur le tracé de la route. En somme, c'est comme si les phares lisaient la route comme le font naturellement les yeux du conducteur. En revanche, lorsqu'on circule à basse vitesse sur un parcours sinueux, par exemple sur une route de campagne, on va rajouter de la lumière à l'intérieur de la courbe à l'aide d'un phare additionnel qui pivote sur 45 degrés. Enfin, lors d'un changement de direction à une intersection, le fait de mettre le clignotant va orienter automatiquement le phare additionnel dans la direction dans laquelle vous tournez. Après plusieurs heures d'essai, nous avons été enthousiasmés par l'efficacité de cet éclairage intelligent et surtout par le confort visuel et la sécurité qu'il procure en conduite de nuit. La première application sur une voiture de série devra intervenir à l'horizon 2003 sur des modèles haut de gamme, puis il devrait se généraliser par la suite sur des gammes inférieures. À l'approche des beaux jours, on aimerait tant pouvoir accueillir le soleil dans sa voiture. Et comme chaque année depuis 12 ans, le salon du cabriolet et du coupé nous donne toutes les raisons d'en rêver. Il se tiendra le week-end prochain, du 23 au 25 mars, à Paris, porte de Versailles. Cette année, le salon fera la part belle à la marque Aston Martin, dont une bonne dizaine de modèles seront exposés. Ces voitures mythiques d'un certain film d'espionnage vous donneront sans doute envie, le temps du salon, de vous faire appeler James Bond. Ford sera également très largement représenté avec 8 modèles en exposition. Parmi eux, la Ford T, sortie en 1926, lointain ancêtre des coupés et cabriolets du 3e millénaire. Entre autres nouveautés, il y aura la toute dernière Pagani Zonda C12S, le Buggy SW, le Chrysler Sebring cabriolet et le coupé sport Mercedes classe C. Les voitures neuves seront peut-être prochainement équipées de 2 gilets fluorescents de haute visibilité. C'est en tout cas ce que souhaite la prévention routière. Pourquoi ? Eh bien parce que les 2/3 des piétons qui sont tués chaque année dans un accident de la route sont des automobilistes sortis de leur voiture pour changer une roue ou attendre un dépanneur sur le bord de la route la nuit généralement. Le piéton pourrait ainsi être visible jusqu'à 300 mètres grâce à ce gilet, déjà porté par 1 million de professionnels, dont les policiers et les agents de la DDE.
L'été approche et Seat a tout prévu pour séduire ses clients potentiels. Pour la 3e année consécutive, ce constructeur renouvelle l'opération Fresh et l'étend cette fois à l'ensemble de la gamme. Pour 1 franc de plus, la voiture choisie sera dotée de la climatisation. Quant aux modèles qui en sont déjà équipés en série, leur prix a été revu. Résultat, le prix des Toledo et Alhambra baisse respectivement de 11 000 et 20 000 francs. C'est pas mal. Les ventes de voitures ont baissé le mois dernier en Europe de près de 9%. Les marques françaises subissent cette tendance et si la chute est relative pour le groupe PSA, elle est forte pour Renault dont les ventes ont baissé de 14%. Chez Smart, les chiffres ne sont pas meilleurs puisqu'ils reculent de 15%. Rover arrive en tête des mauvaises ventes avec une baisse de plus de 46%. Il en va de la destinée de certains petits constructeurs anglais comme de celui de la planète. Dans les années à venir, on ne sait pas ce qu'ils deviendront. Tout de suite après la pub dans Turbo, Ariel Atom. Alors à tout de suite.